la question des initiatives, puisqu'il y en a des initiatives dans des structures culturelles plus traditionnelles. Et en 2016, Yannick Le Pape, qui est chargé de mission de recherche au musée d'Orsay, a déjà fait un petit peu l'état des lieux des initiatives qui existaient en rédigeant L'accueil des tout-petits au musée, enjeux et résistance. On va voir avec lui cet état des lieux, puis les évolutions qu'il y a eu depuis. Je vous demande d'accueillir Yannick Le Pape. Bien, bonjour à tous. Moi, comme tous les autres intervenants, je suis ravi d'être ici. Je remercie évidemment les organisateurs d'avoir bien voulu m'inviter à participer à cette très belle journée de rencontre sur un sujet vraiment très intéressant et qui me tient à cœur personnellement. Alors, pour tout dire, au moment où je devais fournir un titre à Jennifer pour cette journée de rencontre, j'ai un peu hésité. Le titre, c'est Éveil culturel au musée, où en sommes-nous ? J'ai un peu hésité à mettre où en sommes-nous vraiment. Alors pourquoi ? On pourrait avoir là un peu d'ironie, peut-être une petite provocation, hein, on appelle ça comme on veut. Moi je dirais plutôt que c'est un peu de malice, surtout de la part de quelqu'un qui, comme moi, travaille dans les musées nationaux, et qui a vu quand même une évolution des mentalités sur ce terrain de la petite enfance dans les établissements culturels. Au fil des ans, en effet, on a eu affaire à beaucoup de déclarations, beaucoup de préconisations même, on y reviendra. Et il reste cependant à évaluer, bon là pour le coup on peut évaluer ce genre de choses, il reste à évaluer, c'est un peu le fil conducteur de mon intervention aujourd'hui, évaluer dans quelle mesure et sous quel format ces préconisations, ces déclarations se sont concrétisées dans le quotidien des musées aujourd'hui. Alors il est vrai que les intentions sont là, on ne peut pas le nier. Hein. Dans un article de 2005, Dominique Rateau revenait sur cette petite histoire de l'éveil culturel pour les jeunes enfants, qui en France remonte aux années 1970 et qui s'est structurée la décennie suivante jusqu'à la signature, Sophie en parlait tout à l'heure, jusqu'à la signature d'un premier protocole culture enfance en 1989. Alors cet accord était surtout pensé comme une sorte d'acte de reconnaissance de la nécessité de sensibiliser les enfants à l'art et à la culture. Et les deux ministères concernés, donc le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, chargé de la famille, s'engageaient dans ce protocole, sans trop de précision, à soutenir les actions mises en place dans les territoires. Alors les territoires où la question, en effet, faisait l'objet de nouveaux débats à cette époque, comme le reflétaient bien, par exemple, les journées de la petite enfance, qui abordaient volontiers ce problème de l'éveil culturel. Ce fut notamment le cas à Saint-Égrève en 1993. Alors, le nouveau protocole d'accord signé en 2017, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, entre toujours les ministères chargés de la santé et de la culture, avec comme ministre Laurence Rossignol et Audrey Azoulay, s'inscrit dans cette histoire, dans ces pas. Alors, on ne va pas revenir sur ce protocole, hein, ce serait un peu laborieux. On peut simplement noter que le texte reste quand même assez abstrait, même s'il a le mérite de souligner à nouveau l'intérêt d'un éveil culturel, et là je cite le protocole, un éveil culturel dès le plus jeune âge, et avant même l'entrée à l'école maternelle. Alors ça, c'est intéressant. Ça a l'air de rien, mais cette petite formule, avant même l'entrée à l'école maternelle, fait un peu changer les choses. Il est vrai que depuis plusieurs années, qu'on le veuille ou non, l'approche par le ministère de la Culture, notamment de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, l'EAC, qui est d'ailleurs resté une problématique prioritaire du ministère malgré les alternances, ça on peut s'en réjouir, ça aurait pu passer à la trappe. Hein. Alors,
l'EAC donc focalisait tout de même sur les enfants d'âge scolaire. Et en ce qui concerne les acteurs et l'environnement dédié à l'éveil culturel, l'EAC s'appuyait surtout sur l'école, sur son organisation et sur ses programmes. Donc en 2017, la petite enfance a donc un peu gagné, on pourrait dire, sa place dans ce type de concertation, ce qui d'ailleurs ne fait que répondre à l'ancienne injonction, celle de l'EAC, justement telle qu'elle avait normalement été officiellement définie en 2013, qui supposait, je cite, un égal accès de tous les jeunes, à l'art et à la culture, et pas seulement les jeunes d'âge scolaire. Alors Françoise Nyssen, lorsqu'elle était ministre, ne s'y était pas trompée en essayant de redonner sa place aux tout-petits dans la politique du ministère. Je cite ce qu'elle déclarait: « L'accès aux arts et à la culture n'est le privilège d'aucun âge. C'est un droit fondamental pour tous, dès la petite enfance. » Et ce message, d'ailleurs, fut au centre de la rencontre sur l'éveil artistique du jeune enfant le 8 décembre 2017 à Paris. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le protocole de 2017, c'est que, sans que l'on fasse encore mention d'une sorte de service minimum en la matière, les établissements culturels et donc les musées sont clairement sollicités pour prendre part à cette aventure, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le protocole de 89. Je cite une partie, je ne vais pas vous le lire en entier, je vous rassure, une partie du protocole. La conception et la mise en œuvre des actions doivent s'appuyer sur une coopération volontariste, ça aussi c'est assez joli, je ne sais pas trop si ça prend vraiment forme, mais une coopération volontariste entre l'ensemble des acteurs concernés, notamment les lieux et modes d'accueil du jeune enfant, les équipements culturels, en particulier les lieux de proximité tels que les bibliothèques, les musées. Alors, concernant les bibliothèques, ici on est dans une bibliothèque, la petite enfance y a sa place, vous le savez, depuis longtemps. On a parlé tout à l'heure de Première Page, une opération qui, depuis 2009, soutient les efforts des collectivités en termes de lecture publique. On pourrait parler d'accès à partir des années 80, sous l'impulsion de Tony Lenné, Marie Bonafé, les bébés lecteurs, etc. Tout ça, ça crée une réelle histoire de la petite enfance au sein des bibliothèques. Pour les musées, en revanche, il n'y a pas une telle tradition. En 1991, le ministère de la Culture, dans un article intitulé « Ouvrez les musées aux bébés », évoquait quelques actions menées pour les très jeunes enfants au musée, mais il avouait lui-même, je cite l'article, que l'ouverture aux tout-petits reste cependant très expérimentale. On peut aussi relire un rapport de la fonction publique territoriale sur les relais assistantes maternelles, qui est republié depuis 2003, qui intègre bien les bibliothèques et les médiathèques dans la liste des espaces envisageables pour développer des activités pour les tout-petits, mais qui ne fait toujours pas référence au musée. Alors, on peut quand même regretter que face à ces manques, les avancées récentes soient restées un peu timides. On peut notamment noter que les préconisations de Sylviane Giampino dans son rapport sur l'accueil des jeunes enfants, que lui avait commandé Laurence Rossignol, envisage plus l'intervention d'artistes dans les centres d'accueil des tout-petits, c'est la proposition 23, que le déplacement dans des lieux culturels. Et finalement, on pourrait dire que les lignes ont assez peu bougé depuis le protocole de 1989, qui en effet invitait surtout, je cite, à intégrer au projet éducatif des lieux d'accueil du jeune enfant des activités d'éveil culturel et artistique, fin de citation, sans vraiment envisager le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on puisse mener ces activités ailleurs, par exemple au musée. Et dans le rapport de Marie-Paul Martin-Blachet sur les besoins fondamentaux de l'enfant, qui faisait suite aux considérations de Sylviane Giampino, on constate que dans le domaine de ce qui est appelé le besoin d'expérience et d'exploration du monde, c'est une citation, au sein desquelles les expériences d'ordre créatif sont explicitement évoquées, les établissements culturels ne font pas partie de la liste des acteurs, c'est le mot qui est employé, qui peuvent se substituer aux parents sur ce terrain. On en revient toujours aux haltes garderies, aux crèches et aux centres d'animation ou aux associations socio-culturelles. Alors, pour ma part, j'avais rencontré à ce propos Aurélie Lessou du ministère dont on a parlé tout à l'heure, du ministère de la Culture, à l'occasion de la sortie de l'annuaire, on l'a appelé comme ça, l'annuaire de l'éveil artistique et culturel en 2017, et on avait évoqué le fait, avec de mon côté vraiment un réel étonnement, que l'accueil des tout-petits au musée ne faisait toujours pas l'objet d'aucune injonction de la part des tutelles, de la part des ministères. Les musées sont certes invités à se positionner définitivement sur ce terrain-là, mais sans vouloir être cynique, il est quand même raisonnable de penser, avec un peu d'expérience, qu'en l'absence d'une réelle politique nationale incitative, voire coercitive, il y a
quand même peu de chances que les très jeunes publics deviennent une variable pérenne au sein des établissements culturels. Récemment, Sophie Marinopoulos, qu'on a eu la chance d'entendre, relevait toujours, en tout cas, et je cite une petite phrase du rapport, que la notion jeune public est souvent associée à l'âge scolaire, c'est-à-dire autour de 3 ans, ce qui nous prive de tout un pan de la population enfantine, les enfants de la naissance à 3 ans. Et il est assez éloquent de constater que dans une étude menée en Belgique auprès des professionnels de la petite enfance en 2012, ça commence à dater, hein, le constat était déjà le même. Je cite un des témoignages d'une des personnes qui était, donc c'est un professionnel de la petite enfance, hein, une des personnes qui était interviewée en quelque sorte. On dirait qu'il y a dans les musées un trou 0-3 ans. Il y a des manifestations ponctuelles, mais pas de manière structurelle. Le public des 0-3 ans n'est pas considéré. Alors, comment expliquer une telle réserve ? Alors, on pourra nous objecter, donc là je vais faire un peu l'avocat du diable, on pourra nous objecter, pour nous qui militons un peu pour l'accueil des tout-petits au musée, selon une vision qui avait encore cours il y a quelques années, que les bébés manquent de capacité pour apprendre, pour penser ou même ressentir, qu'ils étaient figés dans l'ici et le maintenant. C'est ce qu'écrivaient Laurence Rameau et Josette Serre dans leur ouvrage sur la pédagogie en crèche. Laurence Rameau et Josette Serre qui saluaient les évolutions dans ce domaine à partir des années 2000. Les mentalités changent quand même. On nous dira aussi que les tout-petits ne parlent pas. Voilà. Aussi, il est difficile, voire impossible, de mettre en place un dispositif de médiation. Alors attention. Vincent Vergonne, qui a beaucoup écrit et même qui a beaucoup milité sur ces questions de sensibilisation artistique des tout-petits, le notait avec ses propres mots dans un de ses ouvrages en 2020. Je le cite, « Pour certaines personnes, l'art pour les bébés est absurde, car ils n'auraient pas encore les codes pour comprendre une œuvre. » Voilà, le problème est réglé, ce n'est pas la peine de les accueillir en musée, puisque de toute façon, ils ne comprennent pas. Donc refuser aux très jeunes enfants la capacité d'entrer en contact avec l'art, c'est en effet, pour aller dans le sens de Vincent Vergonne, c'est en effet oublier non seulement que d'autres modes de communication existent que la parole, mais aussi qu'une part de l'œuvre d'art elle-même et de sa signification résiste toujours aux catégories verbales. Et là, je suis une étude de Gilles Bourdinet en 2009. Donc on voit bien les réticences à accueillir des tout-petits dans les musées. On ne va pas toutes les lister, mais elles peuvent être assez facilement déconstruites et dépassées. Le problème alors est peut-être ailleurs, pas tant dans l'image surannée qu'on garderait ou qu'on conserverait, hein, pour faire un jeu de mots, qu'on conserverait de ces publics de très jeunes visiteurs, mais dans la possibilité de les accueillir effectivement dans des lieux, les musées, qui historiquement y sont assez peu préparés. Alors, je citerai ici Christine Nathalie Marot, qui en 1995 déplorait le manque d'initiative en termes d'éveil culturel au musée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle resitue bien le problème. Les chemins qui mèneraient les très jeunes enfants au musée sont donc encore à défricher, et en particulier les conditions d'un accueil adapté qui ne soit pas pour autant source de difficultés pour les adultes. Alors c'est peut-être là, effectivement, le nerf de la guerre. Même si la volonté existe de recevoir des tout-petits au musée, il reste à rendre cela concrètement possible sans que cela ne devienne, pour reprendre l'expression, une source de difficultés pour nous les adultes. Alors, sans chercher à dédouaner les établissements culturels de leurs obligations, nous pouvons admettre que les obstacles quand même sont nombreux. Il est vrai, par exemple, comme le rappelait en son temps Martine Glomo, qu'il y a quelque chose de délicat à penser des activités d'éveil nécessairement lissées, parce qu'on a affaire à des groupes, hein, comme on le voit ici, pour un public qui relève, je cite, de sensibilités culturelles et de besoins variés. Le problème se pose en crèche, en halte garderie, et même les écoles maternelles y sont confrontées. Aussi, les musées le sont également. Ce qui fonctionne en musée tant bien que mal pour les enfants, justement d'âge scolaire, a fortiori pour les adolescents, je pense aux visites ateliers sur un même thème, selon un rythme commun, avec des codes prédéfinis, butera certainement sur l'hétérogénéité et la spontanéité des groupes de bébés, même restreints. Autre facteur de freinage, Luce Dupraz a bien identifié la tendance des professionnels de la petite enfance à se mettre volontairement en retrait pour préserver, je cite, la fonction parentale de transmission, pour ne pas devenir, je cite toujours, les vecteurs d'un conditionnement culturel d'autant plus dangereux qu'il s'exerce sur de jeunes enfants malléables. Donc une réserve qui est tout à fait louable, hein, mais qui peut finalement mener à renoncer à des actions d'éveil qui engageraient effectivement la subjectivité des professionnels de la petite enfance, on peut le supposer, mais qui permettraient aussi d'ouvrir les enfants à des champs et à des espaces, notamment les musées,
dont on ne peut être sûr qu'ils font effectivement partir de leur univers. Et qu'on le veuille ou non, de façon plus pragmatique, accueillir des très jeunes enfants, des nouveau-nés ou des bébés, réclame des infrastructures adaptées. Dans le rapport de Mme Rinopoulos, est évoqué justement, et ça c'est des choses qu'on entend dans les musées, hein, les aléas subis par des familles qui ont essayé de se rendre au musée avec leurs très jeunes enfants et qui se sont heurtés par exemple à l'absence, c'est un peu bête, mais à l'absence de sanitaires adaptés. Alors, on a tout de même des pistes, hein, je pense qu'il faut être optimiste, hein, on a tout de même des pistes et des améliorations sont notables. Le musée M à Louvain, un musée d'art contemporain, communique ainsi sur justement ces infrastructures. Sur leur site internet, on peut lire « Nous avons également pensé aux familles avec enfants en bas âge. Une table allongée est à votre disposition dans les sanitaires et les poussettes sont admises. Vous pouvez même emprunter gratuitement des poussettes à l'accueil. » En termes d'accompagnement, on peut relire ici... Oui, accueil et accompagnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est très important d'avoir cet enchaînement comme ça, notamment dans un établissement qui reçoit des publics, donc un musée. En termes d'accompagnement, Catherine Grostabusia, pour le réseau Canopé en 2018, écrivait « Par quelle médiation peut-on réussir à semer de l'art ?» C'est joli cette formule, « semer de l'art dans l'esprit des enfants. L'espace muséal n'est bien entendu pas une aire de jeu, mais l'approche ludique s'avère indispensable dans les pratiques de médiation. Au musée, parce que tous ses sens sont en éveil, l'enfant a besoin d'être acteur dans sa rencontre avec les œuvres. En agissant concrètement avec du matériel pédagogique adapté, ça aussi c'est important, les enfants associent, observent, réfléchissent et déduisent plus aisément. Alors, justement, le Heide Museum of Art, là je vous montre une image, j'ai oublié le musée à Louvain, le musée M, le musée d'art contemporain, a aussi des activités. Il se démarque pas seulement par le fait qu'ils ont des infrastructures adaptées et bien pensées pour les enfants, ils développent aussi des activités. En Australie, le Heide Museum of Modern Art insiste d'ailleurs dans la présentation de son programme, Heide Art Baby, sur, je cite, le rôle important de l'art dans le développement de l'enfant. Pas pour lui apprendre quelque chose, mais pour participer à son développement. Alors, pour être plus précis, les visites sont montées toutes les semaines. La visite s'adresse aux parents, auxquels le médiateur donne notamment des informations sur les collections, aux parents autant qu'aux enfants, pour lesquels le musée a conçu avec l'artiste Mel Artigan ce qu'ils appellent des pat paintings, des peintures de petit format, on les voit ici par exemple dans la poussette, que les bébés sont invités à toucher. Et on verra que cette invite, le toucher, se retrouve de façon récurrente dans ce type de visite. Alors, toujours sur les bienfaits du musée en ce qui concerne le développement de l'enfant, appelons ça comme ça, les médias nous disent d'ailleurs un peu la même chose à leur manière. Le musée avec bébé, c'est bon pour sa créativité. C'est ce qu'on lisait dans la revue Parents il y a quelques mois, en avril. Et l'article reprenait à cette occasion les propos de Dominique Kroll, une éducatrice de jeunes enfants et directrice de crèche dans le Pas-de-Calais, qui était convaincue sur ce point. Je vous lis ce qu'elle déclarait. « Il est important de sensibiliser les tout-petits aux belles choses et de leur donner le goût du beau. Leur donner une première approche de l'art à travers des visites au musée participe à cette idée. » Alors, il ne faut pas avoir dans une attitude d'angélisme. Cependant, les difficultés en la matière, pour les parents comme pour les musées, de venir au musée, sont bien identifiées. Comme par exemple, on peut relire par exemple le dossier que publiait Élise Rengo dans la revue Picotti en 2018, c'est assez récent, où il était écrit « En plein développement sensorimoteur, c'est dont on parlait tout à l'heure, nos bébés sont de véritables touche-à-tout, avides de découvrir leur environnement. Si bien que leur envie de bouger est difficile à brider, dans ces conditions, comment envisager d'aller au musée ?» Donc l'article dresse un état des lieux des difficultés, mais surtout il revient sur certaines solutions expérimentées dans le musée, comme par exemple au Louvre-Lens. Lorraine Villain, la médiatrice du musée du Louvre-Lens, qui a une vraie expérience de ce type de visite, déclarait « Les groupes sont réduits pour qu'un lien personnel se crée entre les tout-petits et le médiateur. Chacun est confortablement installé sur des tapis. » On voit des images ici qui ont été fournies par les collègues du Louvre-Lens. Alors, il est vrai que le lieu, justement, le Louvre-Lens possède, je le disais, une bonne expérience de ce type d'activité, et le musée se flatte de proposer des visites par le récit, le chant, le dialogue, l'éveil sensoriel. C'est ce qu'ils mettent en avant.
Le Louvre-Lens, de son côté, propose des visites pour les enfants à partir de 9 mois. Hein, c'est déjà une belle entreprise avec comme conviction, et même c'est une sorte de slogan qu'ils ont retenu, pour découvrir l'art, il n'y a pas d'âge. C'est assez joli comme formule. Alors là, justement, on peut en parler un petit peu, car on peut constater qu'en la matière, on est loin d'un consensus dans les établissements culturels. Qu'est-ce que c'est qu'un tout petit? Alors, au musée de Marseille, par exemple, où il y a sont organisées des visites comptées, les tout petits, par exemple, ce sont les 3-6 ans. Au musée Guimet, on se souvient, ils avaient monté des offres pour les 2-4 ans. Les tout petits, c'est les 2-4 ans. Au musée de Cluny, en son temps, le musée de Cluny, en son temps, avait inauguré des visites parents-bébés 0-3 ans. Vous voyez, les catégories sont assez lâches, assez flottantes. Avec aussi parfois des catégories plus inattendues, comme au musée Haussène à Côte-Bec-en-Caux, où on accueille les enfants marcheurs. Voilà, on s'en tire comme ça. Au musée Lancier de Loches, des visites sont prévues pour les tout petits, entre parenthèses, scolaires. C'est pas une critique ce que je fais, c'est essayer de voir comment ça s'organise un peu tout ça. Le musée McCord au Canada a même créé une offre pour les parents avec poussette, Parents and Tots. Hein, c'est une expression d'ailleurs qu'on retrouve assez fréquemment. En l'occurrence, ça concerne les 0-18 mois. Le Met, le Metropolitan Museum, est plus laconique en proposant des activités pour les enfants de tous les âges, for kids of all ages. Voilà, ils s'en tirent comme ça. Hein, au moins là, c'est une sorte de petite astuce, hein, avec en réalité un âge minimum fixé à 18 mois pour des visites qui commencent autour d'une histoire à la bibliothèque du musée pour se poursuivre effectivement dans les salles. L'Australian Museum à Sydney utilise un peu la même astuce en parlant d'enfants de tous les âges. Ailleurs, on raisonne aussi par mode de garde, plus que par tranche d'âge. À Grenoble, par exemple, tout un panel d'activités à Grenoble où ils ont vraiment une politique depuis plusieurs années au musée de Grenoble d'accueil de la petite enfance très structurée, très bien soutenue. Un panel d'activités est conçu pour le cycle 1 qui regroupe les crèches et la petite section d'école maternelle. À Brest, le musée s'adresse, je cite, aux structures d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans, avec comme relais principaux les crèches, les assistantes maternelles, dans le cadre de ce qui est appelé un temps d'éveil artistique. C'est joli ça. C'est pas une visite, c'est un temps d'éveil artistique, ça c'est assez poétique. C'est plutôt pour les 18 mois, 3 ans. Le musée de Caen, vous le savez sans doute, accueille les groupes de crèches, halte garderie et relais d'assistantes maternelles, les RAM. À Mulhouse, au musée des Beaux-Arts, des activités ont aussi été développées à l'intention des RAM, avec d'ailleurs leur collaboration. Le témoignage de Marie Freudenreich, qui est animatrice du RAM de Riedesheim, j'espère que je prononce bien, est assez intéressant pour notre propos. Je vous le livre. Hein. Nous sommes appuyés sur le travail du musée qui existait déjà avec les groupes scolaires, mais il a fallu imaginer comment décliner la visite en une animation adaptée aux très jeunes enfants. Donc on ne part pas de rien, il y a une expérience dans les musées des visites pour enfants, et on essaye de décliner ça en s'adressant pour nous aider aux professionnels de la petite enfance, pour voir comment ça peut marcher pour ce qu'on appelle les tout-petits. La collègue du Palais des Beaux-Arts de Lille me confiait aussi récemment que dans ce musée aussi, ils sont eux aussi partis de leur expérience des écoles maternelles pour développer, en se documentant et en adaptant leurs pratiques, des offres à destination des plus petits. Alors pour cela, ils ont passé un partenariat avec les crèches de la ville et ont suivi 2 crèches pendant 1 an pour visites ouvertes aux enfants de crèche, puis par la suite, ce qu'on appelle les enfants en individuel, en fait c'est avec leurs parents évidemment, mais c'est des groupes, c'est pas des groupes structurés dans le cadre de structures d'accueil de jeunes enfants. Par-delà la découverte d'ordre artistique, les visites sont aussi conçues comme des promenades, c'est le mot employé par Juliette Barthélémy, donc qui s'occupe de ces visites à Lille. Des promenades qui, en imposant un déplacement dans le musée, développent aussi la motricité. C'est une sorte de deuxième avantage de la visite, en quelque sorte. Ça aussi, cette optique est assez intéressante. Alors, ce travail en partenariat avec les professionnels de la petite enfance, outre qu'il rejoint les préconisations officielles, hein. Alors c'est assez amusant parce que souvent les textes officiels, les injonctions officielles arrivent bien après les pratiques en fait. Hein. Donc c'est toujours... bon, je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça, mais bon, on verra bien. Alors, ce travail donc avec les professionnels de la petite enfance apparaît presque incontournable en fait. C'est le cas aussi au musée de Pont-Aven pour
pour ces visites, ces activités sensorielles à destination des petits de 3 mois à 3 ans. C'est un programme qui s'appelle Patouille et Gribouille, c'est joli. Donc, le musée de Pont-Aven a sollicité le RAM de Concarneau et les éducateurs ont aidé à adapter les séances à l'âge et aux attentes d'enfants si jeunes, que le musée n'avait pas forcément habitude de recevoir. Alors, le programme, comme souvent, reste assez confidentiel. Il n'y a pas beaucoup de séances montées, mais les retours sont très positifs en revanche. Cette logique de collaboration avec le monde de la petite enfance permet effectivement de mieux connaître les habitudes et les modes de pensée de ce public singulier au musée que sont les tout-petits, et d'opter aussi pour des dispositifs appropriés à leur comportement naturel. Le tapis d'éveil, on l'a vu tout à l'heure, a été adopté à Lens, mais on le retrouve ailleurs, au musée Fabre de Montpellier, par exemple. Hein, c'est ce qui a été évoqué il y a quelques minutes déjà, ça le soulage. On le retrouve aussi au musée d'Édimbourg avec le Magic Carpet. Alors ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que la personne qui s'en occupe m'en a beaucoup parlé. Donc vous voyez un exemple ici de ce que ça peut donner dans les salles du musée, hein, ce tapis étendu avec tous les enfants et les parents autour, les enfants qui se l'approprient assez naturellement. Alors c'est intéressant aussi parce qu'il a été décliné sous un autre format, conçu en collaboration avec des crèches, justement, qui ont sollicité des parents pour imaginer les différents petits carrés de tissu qui ont été par la suite assemblés, on le voit ici, pour constituer le tapis final. Et pour imaginer les activités qui pourraient être associées à chaque petit carré. Je vous montre ici un petit carré de tissu, donc imaginé par un des parents qui avait été sollicité par la crèche. Chaque carré de tissu fait référence à un animal, un objet, une image qu'on peut retrouver dans les musées écossais, et à partir duquel une activité est suggérée sous forme d'une petite fiche d'activité. Tout ceci est regroupé dans un petit livret détaillant les possibilités du dispositif, qui sont assez nombreuses. Donc on le voit bien avec cet exemple, il s'agit ici un peu de casser les codes de la visite traditionnelle pour parvenir à susciter l'intérêt du public. Le public concerné, les tout-petits. La manipulation d'objets ou de matière dans un lieu, le musée, où il est coutume de ne pas toucher, on l'a tous entendu, ça, ne pas toucher, il y a même des panneaux, ne pas toucher. Donc la manipulation d'objets ou de matière dans ce lieu, ce musée, est ainsi fréquente, comme pour les visites de 4 ans au musée basque de Bayonne. Ces visites au musée basque de Bayonne, d'ailleurs on peut le noter, sont proposées quand même depuis une quinzaine d'années déjà. Il s'agit de visites ateliers ouvertes aux parents et aux assistantes maternelles pour des groupes de 6 enfants et lors desquels la manipulation et le toucher, toujours, sont mis en avant. À Honfleur, la première visite pour des enfants de crèche remonte en revanche au musée d'Honfleur à 2019 et là aussi on a utilisé des objets à manipuler et à sentir pour créer des liens avec les objets représentés dans les tableaux. J'ai pas d'image ici, c'est dommage. À Perpignan, au musée d'art Hyacinthe Rigaud, ce sont également des visites vraiment axées sur le sensoriel qui sont proposées 18-24 mois avec leurs parents, toujours. Et comme vu précédemment, les visites pour individuels, donc pour visiteurs, pour enfants avec leurs parents, n'ont pas été créées à partir de rien. Elles se sont inspirées d'un premier travail effectué avec les crèches et bénéficient toujours de formations régulières avec les professionnels de la petite enfance. En parlant avec la personne qui s'en occupe au musée de Perpignan, elle me disait que c'est vraiment la condition pour que ce type de visite soit monté, ce travail avec les professionnels qui vont nous apporter des compétences qu'on n'a vraiment pas et des connaissances qu'on n'a vraiment pas dans les musées. L'objectif, par le recours aux manipulations, à la sollicitation des sens, etc., est aussi d'habituer tranquillement les enfants au lieu. Le musée, on peut le rappeler, c'est un lieu différent. Donc pour les enfants, changer de lieu, ça peut être, surtout pour les petites crèches apparemment, ça peut vraiment être quelque chose de très particulier, une expérience particulière qui doit être encadrée. C'est un lieu différent, souvent avec des grandes salles qui résonnent, qui peuvent vraiment intimider les très jeunes enfants. Une étude suisse menée sous l'impulsion de la Haute École d'Art de Berne et de l'UNESCO en 2017 insistait précisément sur ce qu'ils appellent les processus de familiarisation qui peuvent, selon cette étude, devenir même, être au cœur des visites pour les tout-petits, devenir la première chose abordée pour les visites. Je cite qui était publié dans cette étude, la première visite, par exemple, au musée sera consacrée à la découverte du cadre afin de préparer les enfants à être réceptifs à ce qui s'y passe. Ils doivent également pouvoir faire tranquillement connaissance avec les médiateurs et les médiatrices avant de se laisser guider à la découverte des trésors du lieu.
Alors c'est intéressant, cette familiarisation, pour reprendre le terme, des tout-petits avec le musée lui-même, avec le musée comme lieu, hein, est une vraie préoccupation pour de nombreux musées. Justement, le Louvre-Lens me disait qu'ils en avaient pris conscience justement lors des travaux avec les professionnels de la petite enfance, qui les avaient alertés sur ce point. Et c'est précisément pourquoi le musée Hyacinthe Rigaud, on y revient, a conçu ces visites, ce qu'ils appellent le musée des tout-petits, par cycle de 3 visites espacées d'une quinzaine de jours, que les familles sont invitées sans obligation à suivre en totalité, avec une progression dans les activités proposées. Et la visite se poursuit même en atelier. C'est également pour cette raison que le musée des Beaux-Arts de Besançon a imaginé un petit rituel d'accueil, quand ils accueillent les visites de crèche notamment, avec une petite musique et l'utilisation, me disait-on, de petites marionnettes à doigts pour raconter une histoire. Les médiateurs du musée, donc de ce musée-là, de Besançon, ont bénéficié de l'expertise d'éducatrices, pour le coup c'est des éducatrices de jeunes enfants, et de responsables de crèche pour concevoir ces visites. Et ça, c'est une initiative intéressante aussi, ils étaient même allés en crèche tester leur animation au moyen de reproduction d'œuvres du musée. Alors, passé ce moment d'initiation des tout-petits au lieu qui peut être assez intimidant qu'est le musée, le ton de ce type de visite pour les très jeunes visiteurs, on peut les appeler comme ça, peut être volontiers récréatif. Le musée de Limoges, par exemple, propose, pour les enfants à partir de 2 ans, des jeux de mémoire ou de dominos avec des médiateurs dans les collections d'antiquités égyptiennes. Même approche à l'étranger, avec par exemple au musée d'Oklahoma la visite Babies at the Museum, pour les bébés jusqu'à 2 ans, qui s'articule autour de 3 mots-clés, Sing, Play and Read, donc chanter, jouer et lire. Le musée propose aussi ce qu'ils appellent les Discovery Packs, avec de quoi dessiner ou lire, qui sont vraiment pensés pour les parents qui craignent, toujours cette crainte de certains parents, de ne pas pouvoir longtemps conserver justement l'attention de leur tout petit lors de la visite. C'est une sorte de kit de sauvetage pour les parents un petit peu angoissés. Mais ça marche bien. On retrouve ce type de dispositif ailleurs, par des sortes de petits kits d'activités à emporter qu'on demande souvent à l'accueil du musée. Par exemple, au British Museum, qui a imaginé les backpacks avec une version pour les moins de 5 ans. Toujours avec du matériel pour dessiner, des objets ludiques pour amuser les enfants. À Glasgow, ils appellent ça le Treasure Basket. À Antibes, la boîte au trésor. Donc, c'est des dispositifs qu'on retrouve assez souvent. Avec en toile de fond quand même une réelle tendance vers la stimulation. C'est vrai que c'est le mot qui est souvent employé, le mot, on l'a vu tout à l'heure, qui peut être commenté, la stimulation des enfants, la visite comme moment d'expérience et de découverte en quelque sorte, notamment dans les pays anglo-saxons où l'approche est véritablement assumée comme une approche proche du divertissement. Comme par exemple au musée d'art contemporain de Silney, où on assume totalement cette option avec un programme pour les 0,5 ans significativement intitulé Art Play, très interactif. La communication du musée à ce sujet, Join the Fun, participer à la fête, c'est le slogan en quelque sorte qui est retenu, exprime à elle seule l'identité un peu décrispée de ce type d'activité au musée. À la Tate Center, c'est une antenne de la Tate. Les visites Toddle Tate prennent même l'aspect, vous le voyez, de petites fêtes assez colorées avec des effets de lumière et des parcours dansés. Le MAM, le musée d'art moderne à Paris, propose à l'inverse, vous voyez, il y a différentes options qui sont possibles, à l'inverse, des visites, comme ils disent, tout en douceur, ce qu'ils appellent les baby visites, avec des exercices de yoga pour les bébés avec leurs parents. Un peu dans le même esprit, le Louvre-Lens va lancer le yoga des tout-petits, une séance dans la Galerie du Temps, donc c'est la grande galerie d'exposition, exposition de collections permanentes, mais en fait c'est des collections qui tournent, donc c'est des expositions temporaires. Dans la Galerie du Temps, donc c'est une visite qui sera animée par une accompagnante à la parentalité. Et le Grand Palais, pour certaines expositions, fait appel à un art-thérapeute et invite les petits de 0 à 3 ans pour une visite atelier avec des jeux de doigts, des comptines et des berceuses. Alors, les musées de Manchester, qui sont aussi assez actifs dans ce domaine-là, ont même conçu avec des psychothérapeutes une série de visites, les visites Muso Baby,
spécialement pensé pour les mamans anxieuses ou présentant des symptômes de dépression postnatale qui viennent avec leur bébé. Donc c'est un cycle de 5 séances où on fait appel à la musique et au toucher pour que les mères expérimentent le musée avec leurs tout petits de façon inédite et assez réconfortante. En tout cas, on constate de plus en plus cette envie de la part des musées de chercher à concevoir des moments chaleureux, un peu rassurants, comme au Centre Pompidou-Metz qui a créé, vous vous en souvenez peut-être, une visite Tout est doux avec Doudou. Le musée de Flandre à Cassel, là aussi c'est un musée qui, là pour le coup, ils ont une vraie histoire dans ce travail avec les tout-petits. Donc le musée de Flandre à Cassel développe depuis longtemps des visites pour les tout-petits, dont une des ambitions est la sensibilisation à la parentalité, avec, je cite, comme envie de créer des moments magiques, c'est l'expression qu'ils utilisent, des moments magiques de partage parents-enfants dans un lieu culturel. Donc beaucoup d'initiatives, et d'ailleurs il y en a vraiment beaucoup d'autres, donc j'ai pu parler ailleurs, à Toledo, à Cherbourg, au musée de Cherbourg, au MoMA, où ils ont ce qu'ils appellent le MoMA Art Lab, avec vraiment des mobiliers adaptés pour les tout-petits, à la Dulwich Gallery à Londres, je vous montre ici une image de ce qu'ils appellent les Mini Masterpieces, à Baltimore, au Guggenheim Museum de Bilbao, où il y a un programme qui s'appelle Baby Art, au GOMA, c'est le musée d'art contemporain de Glasgow, où ils ont ce qu'ils appellent une drawing room pour les tout-petits. Donc voilà, beaucoup d'initiatives qui montrent que cette question est vraiment d'actualité quand même dans les musées. On a certainement eu du retard à l'allumage, mais en tout cas, on s'est emparé maintenant de cette question. Et cette question est tellement d'actualité que le Fitzwilliam Museum à Cambridge y consacre même tout un programme d'études. It's Our Museum Too, c'est le nom de ce programme d'études. Alors le musée a déjà une grande expérience aussi des activités pour les tout-petits. Je vous montre ici un exemple de visite autour d'un ouvrage très célèbre dans le monde anglophone. Le but du programme d'études Our Museum 2 est d'analyser comment les tout-petits s'approprient comment les musées s'approprient le musée, ce qui comble au passage tout un pan de la recherche sur les jeunes au musée qui jusqu'ici en effet avait quand même tendance à ignorer les plus petits. Alors l'ambition aussi du programme d'études est aussi de faire évoluer les pratiques professionnelles et enfin de mieux situer la place du musée dans l'environnement social et de stimuler son ancrage dans la communauté locale. Alors la recherche se fonde sur ce qu'ils appellent une crèche en résidence, et une des particularités d'être collaborative, c'est qu'on va aussi, notamment pour l'étude des résultats, solliciter les parents et parfois les enfants, voir leurs réactions, notamment pour les enfants qui commencent à parler. Alors le programme est en cours, mais la collègue qui s'en occupe m'a confié que, selon les premières conclusions, on peut constater que justement ils utilisent des photos et des vidéos des séances au musée qu'ils mènent avec ces crèches en résidence. Et les réunions ont permis non seulement de faire évoluer les méthodes pédagogiques et de mettre en évidence l'aspect parfois intimidant du musée, mais aussi d'analyser la manière dont les responsables de groupe appréhendaient le lieu, avec eux-mêmes beaucoup de réticence ou d'a priori. Et le programme a aussi permis de mieux comprendre comment évolue l'autonomie des enfants pendant ces visites. Les enfants, d'après ce qui est constaté, il y a une sorte d'hésitation entre une grande envie de liberté et aussi une grande demande d'accompagnement, en fait. Donc il faut trouver un bon équilibre. Le musée d'art contemporain de Sydney a mené une étude similaire, Art and Wonder, avec la collaboration de la Macquarie University à partir de 2019, pour interroger les liens possibles entre les très jeunes enfants et les musées. Donc c'est une série de rencontres avec les personnels du musée et des enseignants en éducation pour mieux comprendre toujours la nature de l'expérience esthétique propre aux très jeunes enfants, et pour participer, et ça nous concerne, pour participer à la reconnaissance des bébés, des tout-petits, des nourrissons, dans les espaces de culture et d'apprentissage, pour qu'on n'ait plus à défendre cette question-là, notamment vis-à-vis de nos directions. Preuve que le sujet intéresse de plus en plus, il existe aujourd'hui des formations pour l'accueil des tout-petits au musée, le MAC Lyon, le musée d'art contemporain de Lyon, qui s'investit quand même dans ce domaine de l'éveil culturel depuis plus de 20 ans, notamment avec les crèches, propose en parallèle une formation pour les éducateurs de jeunes enfants et les assistantes maternelles afin de leur donner des clés pour venir au musée en autonomie. Le musée Fabre à Montpellier a eu un peu la même démarche avec ce qu'ils appellent, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, les mallettes parcours,
des mallettes qui sont présentées aux responsables de la petite enfance, aux gens qui travaillent dans ce domaine, lors de réunions d'information et qui les aident à créer leur propre visite pour ne pas se trouver démunis lorsqu'ils amèneront tout seuls les tout petits au musée. Les musées de Wallonie aussi ont développé une formation qu'ils appellent tout simplement les tout petits au musée. Et ils posent une question dans cette formation, une question assez simple, hein, comment envisager la rencontre avec le jeune enfant autour du musée et des œuvres. Alors pour répondre à cette question que je viens de poser, certains musées, il faut aussi évoquer ce cas-là, font le choix de créer des espaces spécifiques à l'attention des enfants, comme par exemple le Croker Art Museum, c'est à Sacramento, qui régulièrement demande à un artiste de reconfigurer un espace du musée en s'inspirant d'œuvres de la collection. C'est ce qu'ils appellent les art spots. Alors là, je vous montre un exemple. Hein. Vous voyez les croquis faits à partir d'une des œuvres du musée et ce que ça a donné par la suite en tant qu'espace d'évolution dédié spécifiquement aux enfants. Donc c'est entre l'aire de jeu et la salle d'exposition. Dans cet espace, les art spots, les bébés, les très jeunes enfants sont libres de leur mouvement et c'est une option qui a de véritables atouts. Ils ont évalué le dispositif hein, et le musée constate que l'aménagement, qui est fréquenté en majorité par les enfants de 18-36 mois, engage des expériences de motricité. Ça, là aussi, toujours des gains en termes de motricité. Hein, c'est toujours bon à prendre, hein, en quelque sorte. Le lieu favorise l'interaction entre les enfants. Ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à essayer de comprendre quelque chose à ce qu'on leur montre. Et le lieu soutient aussi leur développement émotionnel parce que certainement ils peuvent peut-être plus s'exprimer ou exprimer à leur manière les émotions qu'ils ressentent. La créativité est naturellement sollicitée et autre avantage non négligeable, les accompagnateurs, les parents souvent, apprécient ce qui est prévu pour eux, par exemple des prises pour recharger les portables. Voilà, les parents peuvent aussi se poser. C'est quelque chose qui a été identifié et pourquoi pas, je serais tenté de dire, c'est vrai qu'il ne faut pas penser qu'aux tout petits, il faut aussi penser aux parents qui les accompagnent, aux accompagnateurs, ce n'est pas forcément les parents. Alors, dans ce cas qui nous occupe, le Art Sport, je vous montre ici une maquette réalisée pour un autre projet, parce que c'est un projet évolutif. Celui-ci va rester au musée. Là, c'était un projet temporaire, donc on voit un petit bébé en bas qui rampe. Hein, voilà, ce type de visiteur, cette catégorie de visiteurs est véritablement pris en compte. Donc c'est pas un musée autonome, hein, c'est pas un Children's Museum, c'est pas un musée autonome, ça reste une partie un peu à l'écart d'un musée plus vaste, le Croker Art Museum, qui s'adresse à tous les publics. Le musée des tout-petits au Muséum de Bordeaux reprend un peu le même modèle, hein, celui d'un espace, c'est comme ça qu'il le présente, un espace séparé des salles d'exposition pour être totalement dédié, le mot est à garder en tête, hein, totalement dédié aux enfants de moins de 6 ans. Alors, on pourra en discuter, mais l'approche est louable, hein, les très jeunes enfants sont bel et bien pris en considération dans les musées, enfin, mais il resterait à évaluer si ce type de partition des espaces selon les publics est réellement pertinent, aussi bien en termes de dispositifs d'accueil que de procédés pédagogiques. En un mot, ouvrir les musées aux tout-petits, est-ce leur réserver des endroits dédiés, hein, pour reprendre le mot, ce qui revient quand même à les isoler, ou plutôt, ou plus difficile, chercher à les accueillir au sein des salles au même titre que tout autre visiteur. Alors la question n'est pas neutre non plus en regard des enjeux et même de ce que Michel Schneider en 1993 appelait l'obligation de démocratisation culturelle. Hein. Avec cette question, démocratiser le musée, est-ce le décliner sous différentes formes pour chaque type de public et chaque âge? On peut ici évoquer par exemple le commentaire de parents à Londres qui appréciaient précisément que le musée, en l'occurrence la Tate moderne, leur offre un espace qu'ils pouvaient partager avec leur enfant, leur tout petit. Je vous lis ce qui était publié sur le site internet. La Tate moderne est devenue notre aire de jeu. C'est ce que déclaraient les parents. Et donc, un des intérêts de la visite avec des très jeunes enfants, en d'autres termes, serait qu'elle puisse être effectuée dans le musée même, quitte à ce que le musée devienne une aire de jeu, et non dans un espace à la marge où les jeunes parents se retrouveraient entre eux comme une sorte de public trop singulier, trop bizarre pour pouvoir se mêler aux autres visiteurs. Et nous pouvons aussi relire, et d'ailleurs je prendrai la liberté de conclure cette présentation avec le témoignage d'un papa publié sur Internet,
qui, de la même manière, participait à une des cosy visites du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. C'est pour les 0-2 ans. Et ce papa semblait vraiment apprécier que l'activité ne se déroule pas justement hors du parcours. Je vous fais donc part de ce témoignage et ensuite je vous laisse la parole, bien volontiers. Une fois les poussettes et porte-bébés laissés au vestiaire, une fois les bambins munis de leur petite étiquette sur le torse, première belle surprise, nous nous dirigeons vers les salles du musée. Voilà, je trouvais que c'était une belle conclusion et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce bel état des lieux. J'espère que l'Artothèque sera bientôt dans votre prochain PowerPoint. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, on est tous ébahis. On a plein d'idées qui fusent. Sur Internet non plus, je crois. Non? Oui. Bonjour. C'est davantage une remarque sur l'ensemble des propositions que vous avez énumérées dans les musées français et internationaux. Il y a un aspect, on a beaucoup parlé effectivement de la relation parent-enfant, de la relation à l'œuvre, mais c'est vrai que je tenais à saluer aussi les nombreuses expériences qui faisaient le va-et-vient entre le monde des professionnels de l'enfance et les expérimentations dans les établissements. On sent que là aussi, ce jeu d'aller-retour entre le milieu de la petite enfance, leur expertise de l'enfance, l'adaptabilité aussi des activités avec le monde de l'art, avec les artistes, avec le monde de la médiation. Là, c'est aussi quelque chose qui a l'air d'être très opérant pour adapter au mieux les outils. Et voilà, je tenais à saluer aussi cet aspect-là, qui a l'air d'être très important, en tout cas, pour avoir des outils vraiment à la hauteur des enfants et des enjeux qui sont les nôtres dans les établissements. Alors, si je peux faire un commentaire, c'est vrai que c'est très opérant. Par contre, c'est pas très naturel, c'est-à-dire notamment dans certains musées, il y a eu ça aussi j'en ai parlé. J'avais fait une étude sur la visite scolaire au musée. C'est vrai que historiquement, dans les musées, les équipes en place dans les services culturels, surtout depuis qu'il y a le label Musée de France, etc., se sont investis d'une mission et ont été assez réfractaires à la collaboration justement avec d'autres professionnels qui jugeaient empiéter sur leur territoire, etc. Le musée n'est pas l'école. Bon, voilà. Donc, dans le domaine de la petite enfance, justement, effectivement, ça a l'air beaucoup plus naturel parce qu'on se sent certainement beaucoup plus démunis aussi face à ce public-là, des tout petits, des bébés, des nourrissons. Mais il faut bien se dire que ça n'a pas été sans mal, en fait. Et ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Il y a certains musées où la réticence reste suffisante pour que l'envie de créer des opérations ne puisse pas prendre forme parce que justement on n'arrive pas à s'entendre entre le monde de la petite enfance et le monde des musées. Alors que je pense la transversalité, elle est importante. On parlait des professionnels de la culture et de la petite enfance. C'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui, que c'était important pour nous d'avoir les deux. On parle aussi des parents, alors très rapidement, mais c'est vrai que d'écouter aussi les parents, pourquoi ils ne viennent pas, tous les freins qui font qu'ils ne viennent pas au musée, il faut vraiment les entendre et travailler aussi là-dessus. Donc on parlait des tables allongées. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Mais si on pouvait trouver des tables allongées partout, ça m'est déjà arrivé, moi, de langer mon fils par terre dans un musée, j'y ai pas remis les pieds jusqu'à ce qu'il marche. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et oui, les tout petits, c'est un public difficile, mais on apprend, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, je compare ça un petit peu à du stand-up. On sait jamais sur quel pied danser, et en fait, c'est vraiment ça. Mais c'est très formateur. Et quand on est vraiment dans une relation un peu triangulaire avec le parent, l'enfant et nous en médiation, eh bien, c'est quelque chose, on a de l'horizontalité et ça se fait tout seul. Et c'est une richesse, on apprend tous en fait de ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment un beau moment. Et c'est vrai qu'on a vu tout plein de titres, mais c'est vrai que le temps, le moment, ça peut être on peut dire visite, atelier, mais c'est vraiment un moment de partage
qui est important, et de mettre en avant que c'est pas, voilà, il n'y a pas le sachant, c'est pas descendant, c'est pas un savoir. On va pas demander à l'enfant de savoir qui a fait ça ou quoi. C'est prendre du plaisir et être sur un moment de plaisir pour pouvoir, par la suite, vouloir revenir au musée. Et c'est ça l'éducation au musée, je pense. Juste sur cette question-là, moi je me suis autorisée dans le rapport à proposer que les professionnels de l'enfance, dans leur formation, plutôt que d'additionner des stages dans des lieux de petite enfance, que ça fasse partie de la formation, que d'aller au musée, que d'aller écouter de l'opéra. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel de l'enfance, c'est pas parce que vous avez décidé d'être professionnel de l'enfance que vous allez dans les musées, que vous êtes à l'aise avec ces espaces-là. Donc il faut aussi décloisonner, c'est aussi dans la tête que ça se passe. Ça devrait faire partie de la formation. C'est oui, il y a un après-midi, on est dans un musée. On va juste éprouver ce que c'est que d'être dans un musée. On n'aime pas, je comprends rien, puis bon, d'accord, ok. Enfin, qu'on puisse en dire quelque chose pour soi-même, parce que sinon, leur dire, demain on ira au musée avec les enfants. Bon, si on n'a jamais mis les pieds dans un musée, on a beau dire, ouais, on n'est pas tous sachants, on est tous au même niveau, non, hein, c'est pas facile. Je crois qu'il faut vraiment, si c'est un projet de société. Parce que c'est ça derrière, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on emmène les enfants au musée? Voilà. Derrière, il y a bien une histoire sociale, politique, démocratique, très clairement, de vivre ensemble. Donc, c'est pas rien, quoi. Donc, il faut qu'on mette le paquet sur tout le monde doit aller au musée. De même que on va dans un parc ou dans le musée, tous ces espaces-là doivent être investis. On n'a pas d'exposition forcément à l'extérieur, on pourrait. Moi, j'aime bien les musées hors les murs. Je trouve ça intéressant. Enfin, voilà, j'étais juste... Il me semble qu'il y a aussi cette dimension de la formation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tous les cas, mille merci. C'était passionnant. On a fait un voyage formidable. Non, mais c'est vrai qu'il faut il y a ce qu'on appelle les pratiques culturelles. Il faut venir au musée, c'est pas... Alors, c'est certainement nettement plus simple dans d'autres musées. Par exemple, au British Museum, c'est un musée vraiment ouvert. On rentre, on sort, etc. C'est une autre approche de l'accueil au musée. En France notamment, c'est vrai que le musée est certainement beaucoup plus codé. Donc, comme vous dites, s'il n'y a pas cette pratique, si on ne connaît pas les codes du musée, qu'on le veuille ou non, il y a des réglementations, des codes à suivre. Voilà, il faut s'y faire et on peut vite être perdu. Moi, je suis au musée d'Orsay, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui pouvaient venir. Ils arrivent en bas, alors ils sont assez époustouflés par la nef, etc. Ils restent assez souvent en haut de la nef et ils ne savent pas trop comment faire parce qu'il y a ce côté intimidant. On se doute que pour les tout petits, c'est encore une autre histoire. Mais même pour les responsables de groupe, il y a aussi une certaine habitude pour se mouvoir au musée qui doit être travaillée, certainement. Ouais, c'est une très bonne idée que ça soit inscrit dans la formation, oui, bien sûr. Ah, oui. De même, je me disais que la formation des médiateurs culturels des musées pourrait aussi aborder cette notion des besoins fondamentaux des enfants et de leurs particularités, parce qu'on voit bien dans votre exposé qu'il y a des professionnels qui sont démunis en fin de compte pour préparer cet accueil des tout-petits. Ah oui, mais ça c'est... Alors, j'ai pas envie de mettre à dos toute une profession. Non, mais voilà, c'est quand même des gens. Ça m'est arrivé de participer à des visites où une médiatrice disait tiens, c'était pour les 2-3 ans, première partie, pendant une demi-heure, on va les faire asseoir et ils vont écouter une histoire. Je dis, vous êtes sûr, une demi-heure, ils vont rester assis. Est-ce que vous êtes sûr? Bon, évidemment, c'est pas passé comme ça, ça vite. Et comme vous dites, il faut. Bon, moi, je fais pas de visite, je suis pas. Donc, mais en tout cas, il y a certainement une grande, et c'est pour ça que le travail avec les professionnels de la petite enfance est fondamental. Il y a une grande part de connaissances à acquérir sur le comportement de ce type de public. Une médiatrice me disait, je crois que c'était à Montpellier, qui me disait bon, un petit, ça n'intéresse pas, il se lève, il s'en va, quoi. Voilà. Et alors qu'après, on est nettement plus policé. Les ados, c'est pas toujours si simple aussi, mais voilà, dans les visites, notamment les visites scolaires, ça se passe quand même un peu plus cadré parce que voilà, sinon ils vont avoir une sanction, etc. Donc voilà, cette habitude de ce type de public qui est à prendre en compte. Et effectivement, comme vous dites,
certains médiateurs peut-être, mais je crois que beaucoup le font, se tournent vers les professionnels pour acquérir des connaissances qui vont les aider dans ce domaine-là, bien sûr. Je pense qu'en temps... Après, en médiation, musées, parce que j'ai sollicité pas mal de collègues, ils me disaient souvent on fait pas un appel à volontariat, mais on demande aux collègues lesquels seraient le plus à l'aise avec ce type de public. Voilà, il n'y a pas de choses forcées parce que on peut pas se permettre non plus d'y aller. Ils me disaient on peut pas y aller en n'étant pas convaincu ou en n'étant pas motivé, quoi. Une dernière. Alors c'est une question très pratique. Je ne sais pas si on m'entend. Pourtant. Une question très pratique sur les horaires par rapport au rythme des tout petits, et notamment des très tout petits, qui du coup ont quand même beaucoup de moments de sommeil dans la journée qui ne sont pas forcément fixes. Et du coup, je me demandais, dans les exemples que vous avez montrés, qui sont souvent des temps dédiés, comment les musées arrivent à trouver, proposer des temps. Voilà, à quel moment de la journée, sur quelle durée ils arrivent à toucher notamment les parents. Mais je pense que la question se pose aussi avec les structures d'accueil de la petite enfance. Alors, la plupart des musées, évidemment, on réfléchit à cette question-là parce que c'est... il me disait c'est pas toujours facile de trouver une fenêtre parce que l'après-midi, souvent, le bébé fait la sieste. Donc, la plupart me disent qu'ils prennent souvent le créneau de 10h le matin, ne serait-ce aussi parce qu'il y a il faut venir, si par exemple ils accueillent des groupes de crèche, il faut qu'ils puissent venir repartir pour le repas, etc. Donc souvent c'est ce créneau-là qui est retenu. Et généralement les visites durent entre une demi-heure et 3/4 d'heure, accueil compris. Sachant que, comme je le disais, dans l'accueil, il y a toute une part de rituel qui fait partie en fait de la visite, même si on ne part pas dans les salles tout de suite. Donc certains poussent jusqu'à 1 heure, d'après les témoignages que j'ai reçus, sauf que ça commence à être long. Même si, comme on le rappelait tout à l'heure, il ne faut pas se presser non plus. En tout cas, c'est vrai que beaucoup gardent ce créneau une demi-heure, 3/4 d'heure, et plutôt le matin pour s'adapter. Et véritablement, ils essayent de s'adapter au mieux au public concerné, quoi. Ils ne vont pas faire, évidemment, de visite en plein milieu de la sieste, quoi.